Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation du manuel cahier des maths complémentaires. Je vous laisse donc vous installer, arriver, voir si tout est OK de votre côté. Je vais laisser juste Ager te présenter avant qu'on commence et qu'on laisse Marie-Hélène nous présenter ce cahier. Donc, bonjour à tous, donc Ager Sauvage-Graya, je suis responsable éditorial des maths et physique-chimie au sein de Belin Éducation, et j'ai le plaisir depuis l'année dernière de travailler avec Marie-Hélène Le Garonc qui dirige nos ouvrages de mathématiques et d'algorithmique, de programmation. Et nous avons cette année produit un ouvrage, un manuel cahier de maths complémentaires que Marie-Hélène va vous présenter. Merci beaucoup, Ager. Merci d'être avec nous ici. Du coup, je vous laisse la parole, Marie-Hélène, pour nous présenter ce manuel cahier. Merci Violaine, merci Ager. Je commencerai sans doute par m'excuser pour ceux qui n'étaient pas là pour le report de cette réunion, qui est entièrement de mon fait suite à un impondérable. J'espère que ça n'a pas trop bouleversé vos plans. Peut-être avez-vous eu l'occasion, dans ce cas-là, de feuilleter le cahier qui, j'espère, est arrivé dans les établissements. Alors, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour présenter j'allais dire ce projet, c'est plus qu'un projet puisqu'il est réalisé, qui est maintenant dans vos mains, qui est un projet assez innovant. Il s'agit d'un manuel complet, mais hybride, avec une partie cahier et une partie de ressources en ligne. Donc, je vais essayer déjà de vous expliquer les raisons pour lesquelles on s'est orienté vers cette solution et ensuite vous proposer de le feuilleter avec moi pour voir comment on a essayé de répondre finalement à l'analyse que l'on se faisait des particularités de l'enseignement dans cette option de maths complémentaire. Alors, je voudrais quand même préciser que là, je présente, mais au nom de toute une équipe qui est formée d'auteurs qui enseignent en lycée général et dont plusieurs auteurs avaient bien sûr l'enseignement de maths complémentaires cette année. Donc, nous avions eu une analyse a priori avant sur un projet et puis nous avons pu l'affiner, bien évidemment, au cours de l'année, d'après leur expérience et leur retour. Alors, c'est un enseignement qui est quand même très particulier pour nous, enseignants de maths en lycée, puisqu'il s'agit déjà d'une option. C'est une option qui est quasi obligatoire pour certains élèves pour leur poursuite d'études, avec les nouvelles options de lycée qui ne rapportent pas, comme précédemment, plein de points au bac, voilà, et qui comptent très très peu pour le bac. À côté d'enseignements de spécialité et d'enseignements généraux qui sont assez lourds et donc qui vont prendre beaucoup de temps aux élèves. Donc, on peut supposer qu'ils auront moins de temps hors la classe à consacrer à ce travail d'option et qu'une majorité du travail, une très très grosse partie du travail doit être fait en présence, en classe. C'est aussi une nouveauté en termes de recrutement. On parle de classe, d'options complémentaires, mais ils viennent de parcours complètement différents suivant les doublettes qu'ils ont choisies, suivant même les triplettes qu'ils ont pu choisir en première. Donc, ils sont nourris de connaissances différentes dans différents domaines. Et c'est quelque chose qu'on a peu connu finalement précédemment, nous, en tant qu'enseignants de maths. On a même des élèves qui peuvent arriver dans cette option sans avoir suivi la spécialité maths en classe de première. On a un de nos auteurs qui était dans ce cas-là, qui avait 4 élèves dans ce cas-là. Donc, quels sont les besoins de ces élèves? Quels sont les besoins de l'enseignant pour arriver à mettre en place cet enseignement, sachant qu'il va falloir essayer d'avancer au maximum pendant les heures de cours, d'intéresser les élèves, de leur montrer qu'ils travaillent de façon concrète pour leurs futures études, en lien peut-être avec les spécialités qui les intéressent, puisqu'ils les ont privilégiées à la spécialité maths. Et on a ensuite été confrontés, entre guillemets, c'est pas négatif, mais
à la sortie du programme. Tout ceci avait été anticipé avant. Et quand on a découvert le programme, eh bien, il était organisé par thème. C'est manifestement un programme qui a été conçu pour être enseigné par thème, tout en visant, bien évidemment, une maîtrise du savoir mathématique, hein, mais avec une approche qui est vraiment différente dans la rédaction du programme et, a priori, dans la mise en œuvre. Ceci nous a amené à nous interroger sur la structure à donner à ce manuel. Il nous est apparu tout de suite qu'un manuel papier classique n'était pas forcément le plus adapté. Et on a vraiment eu constamment en tête, je dirais, 2 questions. La première, c'est comment aider l'élève par rapport à ses besoins pour le cours de l'année, avec un rythme de travail qui n'est peut-être pas aussi régulier qu'en spécialité maths. Et comment aider l'enseignant à gérer cette diversité d'élèves, cette entrée un petit peu différente dans le programme, et tout en assurant un niveau de maîtrise suffisant sur les savoirs mathématiques qui sont visés. Le programme, il est ambitieux, il y a 3 heures pour le faire, ce n'est pas beaucoup. Et comment être efficace au maximum en classe avec les élèves, sachant que, vu l'hétérogénéité, il est demandé de diversifier effectivement les approches, de gérer cette hétérogénéité, mais on sait que ça peut vite devenir chronophage. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait proposer qui puisse aider finalement et l'élève et l'enseignant? Et ça a vraiment été notre réflexion de base pendant toute la conception de ce cahier. Alors, je vais essayer de vous expliquer en regardant le feuilletable rapidement comment on a essayé d'y répondre. Alors, peut-être la première page avant, Agère, de couverture, si elle y est, oui, je pense, dans le feuilletable, qui vous présente les ressources numériques. Alors, c'est assez classique pour nous en maths, hein. Maintenant, les manuels ont des sites compagnons, donc il y a des ressources qui ne vous surprendront sans doute pas. Il y en a d'autres qui peuvent paraître surprenantes. Par exemple, je ne vais pas les détailler toutes maintenant, on va les détailler. Oh là, il se passe plein de choses. Je vous conseille aussi de conseiller à vos collègues de physique cet ouvrage sur la physique-chimie, mais on va bientôt retrouver le projet de maths. Oui, en fait, le feuilletable via le Max, je m'en excuse, ne contient pas toutes les pages. Ah d'accord, bien. Alors, c'est pas grave, je vous dis simplement ce qu'il y avait sur cette page. C'était la page qui présentait les ressources du manuel cahier, et les ressources numériques, la façon d'y accéder. Donc, il y a bien sûr des diaporamas, ça on a l'habitude, il y a des exercices en plus, on y reviendra, mais il y a aussi la partie courte. Je vous disais, on s'est demandé vraiment qu'est-ce qui était le plus utile en classe et le plus utile à mettre en numérique. Alors, ça peut paraître bizarre de mettre le cours Vous la voyez ici? Ah ben là, voilà. C'est la page de gauche. Merci, Agère. Et donc, juste si tu Ah, non, il est parti. Ah, dommage. Si tu arrives à le mettre en plein écran. Voilà. Et donc, cette réflexion nous a amené à considérer que, à partir du moment où on avait ce projet hybride, il était intéressant de passer le cours en numérique. Pourquoi? Ce cours, il est passé en PDF. Dans un manuel classique, bon, j'en ai encadré un bon nombre, on est très limité en termes de place pour le cours. Le cours est très tassé, très condensé. L'élève ne peut pas facilement se l'approprier, écrire dessus. Il peut revendre son manuel aussi. Là, il nous semble qu'il faut absolument un cours que l'élève va pouvoir garder, pouvoir s'approprier et qui puisse faire référence aussi l'année d'après quand il va à nouveau en post-bac avoir besoin de telle ou telle notion. Et donc, on a décidé de passer le cours en PDF, donc on a beaucoup de place, bien sûr. Ce cours est en PDF, il est non protégé. Ça veut dire que pour vous, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez utiliser une partie, modifier un texte. On sait très bien qu'on a tous nos habitudes pour présenter quelque chose, pour formuler quelque chose. Donc, vous pouvez modifier, vous pouvez prendre une partie, rajouter vos parties. Voilà, c'est vraiment un service qu'on propose qui nous semble pouvoir vous permettre de gagner du temps.
il sera disponible en 12 fichiers de cours, tout simplement parce qu'il y a 12 chapitres, donc un par chapitre, mais aussi un PDF global, ce qui aide quand même aussi à la recherche par mots-clés. On peut se dire que l'élève peut télécharger ce cours, le garder pour l'année d'après et de ce fait avoir accès très rapidement à des ressources quand il en aura besoin. Donc, ce n'est pas du tout pour minorer l'importance du cours, c'est fondamental le cours, exposer des connaissances, l'institutionnalisation des savoirs est important, le fait d'avoir des exemples, des exercices résolus, mais c'est au contraire pour qu'il soit plus disponible au moment où l'élève en a besoin et pour le professeur aussi, pour aider à éventuellement faire un polycopier ou modifier des choses. Voilà, pour le reste, je pense qu'on va le voir au fur et à mesure, peut-être en feuilletant. Donc, bon, un sommaire qui a une présentation assez classique, mais vous pourrez remarquer tout de suite que les titres de chapitres, de séquences, sont en fait dirigés vers les thèmes du programme. On a tenu à rentrer par les thèmes, même si globalement, un thème correspond à une unité de savoir, de chapitre, par exemple, modèle d'évolution discret, ici, bon, clairement, c'est l'étude des suites. Mais ça nous paraît assez important d'avoir cette entrée par thème, même dans le sommaire, sachant qu'il y a un thème, par exemple, comme le thème 8, répartition des richesses, inégalités, vous l'avez peut-être déjà enseigné cette année, qui en fait fait appel à différents outils, des outils de statistique, des outils d'analyse. Et c'est intéressant aussi pour les élèves dans l'idée de leur poursuite d'études, de voir que quand on s'attaque à un problème, eh bien, on a différentes façons de l'aborder et d'utiliser les outils. Alors, on va passer sur ces 2 pages parce que je préférerais vous les présenter en direct sur une séquence. Vous avez à gauche ici une page qui explique à l'enseignant et aux élèves comment accéder aux ressources numériques du manuel cahier. Alors, ça se fait très simplement par des QR codes, et c'est multi-support. Donc, vous aurez bientôt une séquence complète en ligne. Je ne sais pas, Agère, si vous voulez ajouter quelque chose sur l'accès aux ressources numériques ou... Oui, alors, il y a déjà une séquence de démo en ligne dans le manuel Max. D'ailleurs, on va la visionner tout à l'heure ensemble. Voilà. Et pour les ressources, en effet, elles sont directement accessibles. Donc, toutes les ressources qui sont là et qui sont listées au début, donc sur la page que vous a présentée Marie-Hélène, l'intérieur de couverture, toutes ces ressources sont accessibles en flashage ou via mini-lien. Donc, le mini-lien se termine par le numéro de page. Et ces ressources sont également, bien sûr, disponibles dans le manuel Max. Et alors, ce à quoi vous n'avez pas accès, en revanche, hors manuel Max, ce sont notamment le laboratoire Python qui permet de visualiser les scripts directement embarqués dans la console, qui évite d'aller chercher un outil pour travailler la programmation en Python. Voilà, merci. Donc, il y aura peut-être des questions là-dessus tout à l'heure. Je vous propose de regarder concrètement le premier chapitre, donc les modèles d'évolution discrets, pour vous montrer ce qui est un petit peu particulier et les raisons pour lesquelles finalement il y a cette hybridation entre le cahier et les ressources numériques, ce qu'on en attend et pourquoi on a fait ces choix-là. Alors, on a une page d'introduction qui, a priori, se présente comme beaucoup de pages d'introduction de chapitres avec une grande photo et puis une légende qui présente le thème dessous. Ce thème ici, il est axé sur la modélisation. C'est vraiment quelque chose de très important dans tout le programme. Les élèves qu'on accueille en maths complémentaire, a priori, ont fait d'autres choix de spécialité. Ils vont être plutôt utilisateurs des maths par la suite, ce qui ne signifie pas qu'ils n'ont pas à comprendre les fondamentaux, mais ils vont être intéressés par l'application des maths qu'ils peuvent en faire. Et donc, on a essayé de leur montrer qu'effectivement, c'était l'axe de travail, qu'on allait travailler sur ce thème dès cette première page. Alors, il y a 3 parties dont je vais vous parler plus précisément. Une petite partie intitulée à l'oral, juste sous la photo. Une autre partie avec une vidéo de découverte. Et en fait, enfin, une autre partie avec des choix d'exposé.
Alors pourquoi? La vidéo de découverte, très clairement, il s'agit de montrer aux élèves comment finalement ce thème est vraiment utilisé dans la pratique par des chercheurs. Ce sont des chercheurs qu'on remercie vraiment, qui ont accepté de donner leur témoignage sur la façon dont ils utilisent les maths pour leurs recherches dans différents domaines. Alors, on a essayé de couvrir les domaines les plus représentatifs des futurs parcours de nos élèves. Ici, il s'agit d'une application à la médecine, en fait, aux médicaments. Nous aurons aussi une hydrologue qui parlera de l'utilisation des modèles mathématiques pour répondre à des problèmes de crue, par exemple. Nous aurons un informaticien qui travaille avec un glaciologue. Nous aurons un économiste qui parlera de parties de l'économie qu'on connaît peut-être moins, mais directement utilisées pour, par exemple, des négociations sur le climat. Voilà, il s'agit vraiment de leur montrer la science aussi en train de se faire et que ce n'est pas simplement voilà, pour remplir, je dirais, un programme de maths, mais qu'ils pourront utiliser ces outils réellement dans leur futur parcours d'études et puis professionnel. C'est, oups, si on peut revenir sur la page d'avant, merci. Merci Agère. Voilà, donc on remercie vraiment ces chercheurs. Ces vidéos sont pratiquement toutes très courtes, de 2 à 3 minutes. Il n'y en a que 2 qui sont plus longues et qu'on n'a pas coupées parce que déjà elles peuvent intéresser l'enseignant, voire les élèves. Mais pour ces vidéos-là, on vous proposera un découpage par épisode pour faciliter votre travail. Un découpage vous indiquant le thème de l'épisode et même des idées d'exploitation en classe. Vous pouvez suivre ou non, bien sûr. Voilà pour cette partie. À la partie à l'oral, j'ai encore plein de choses à dire. Je sais qu'on m'a demandé d'être bref, mais merci. Voilà, la partie à l'oral. Alors, je pense qu'on est nombreux à commencer effectivement les séquences comme ça par des petites questions pour voir où en sont les élèves. Ça nous paraît vraiment important cette année, encore plus dans ce programme, du fait que les élèves viennent de plein de parcours différents, qu'ils ont des connaissances différentes. Et ici, c'est une petite question. Vous voyez, connaissez-vous des exemples d'utilisation de modèles dans des prises de décision et de paramètres de ces modèles? Donc, histoire de faire réfléchir les élèves sur ce qu'ils connaissent. Alors, de la vie réelle, je dirais que les modèles mathématiques en épidémiologie, on en entend parler depuis plus d'1 an, donc ils peuvent au moins penser à ça. Mais aussi dans leur spécialité, peut-être en physique, ils vont penser à certains modèles, en économie. Et il vient de se dire que ce n'est pas déconnecté du reste de leur travail et qu'ils savent déjà des choses et qu'ils peuvent les apporter à la classe parce qu'ils n'ont pas tous en fait le même parcours. Ça s'est vérifié dans les classes des auteurs. Hein. Par exemple, un auteur là, qui posait comme ça une question directe à l'oral pour introduire les équations différentielles et il a ces élèves qui avaient la spécialité physique qui ont rebondi là-dessus en disant mais est-ce que c'est ce que l'on fait nous quand on passe de la vitesse à la loi horaire, etc. Et en les aidant à reformuler, qui ont expliqué aux autres finalement ce qu'ils faisaient. On sait l'importance de développer l'oral, de faire reformuler les élèves, de leur demander de présenter de façon assez synthétique les choses compréhensibles pour leurs camarades. Donc voilà, il y a une petite question d'introduction qui peut être sur le thème ou parfois sur l'intramat du chapitre. Et dans la même idée, on a des choix d'exposé en dessous. Alors, on a mis 5 minutes parce qu'il n'est pas question que ça prenne trop de temps, ni en termes de préparation pour l'élève, ni sur le temps de la classe, puisque le programme est lourd, on a 3 heures uniquement. Mais apprendre à présenter en 5 minutes maximum, c'est quelque chose qui peut être important, particulièrement cette année. C'est aussi une façon d'intéresser les élèves. Des auteurs qu'il a fait systématiquement pendant l'année, et franchement, les élèves étaient très, très intéressés par les exposés de leurs camarades. Régulièrement, on a mis 3 choix. Je crois qu'il y a une séquence où il y en a 2. Ça veut dire plus de 30 exposés possibles pendant l'année, un par semaine, par exemple. Peut-être un par élève, voire 2 s'ils sont en binôme. C'est aussi peut-être une évaluation différente de l'option, parce qu'on n'aura pas le temps de parler d'évaluation, mais c'est pas facile d'évaluer cette option cette année. Et c'est un entraînement à l'oral. C'est aussi un entraînement au post-bac, à s'emparer d'un sujet avec des ressources.
il n'est pas question non plus qu'il passe trop de temps et que vous passiez trop de temps non plus à chercher différentes ressources. On vous propose des ressources sur le manuel Max que vous pouvez proposer aux élèves ou en proposer d'autres, bien évidemment. Ça peut être aussi le moment où les élèves vont voir leur professeur de spécialité en leur demandant des pistes, voilà, pour faire des liens, en fait. Et ici, vous avez par exemple une première question qui est vraiment qui ouvre sur plein de domaines, sur leur parcours respectif. Une autre, bon, l'infini, c'est bon comment, c'est un peu provocateur, mais ça peut ouvrir sur plein de choses, hein, sur des maths, des thèses de Hilbert et compagnie. Ça peut ouvrir sur pourquoi pas de la philosophie, hein, si certains sont intéressés. L'infini, infiniment grand, infiniment petit, je ne sais pas, en physique, il y a quelque chose à dire aussi. Et puis d'autres purement intramal pour ceux qui veulent approfondir cet aspect-là, ici avec plusieurs preuves de calcul. Et vous avez vraiment des ressources qui vous sont proposées. On n'est pas spécialiste de tout, et nous non plus. Et donc, on a cherché des ressources à vous proposer pour gérer assez facilement et sans que ça soit trop chronophage des propositions d'exposés pour vos élèves. Voilà. Alors, on va regarder la suite qui est peut-être un peu plus classique, mais quand même pour vous expliquer notamment l'hybridation, la façon dont le numérique et le papier vont se compléter. Vous avez en haut une présentation des ressources supplémentaires en ligne. Alors, il y a bien sûr ce qui a déjà été vu et les capacités exigibles, le niveau qui est travaillé au cours de l'année. Alors, vous avez des diaporamas sous format diaporama pour des flashcards. Ce n'est pas forcément des activités mentales directes, il peut y avoir une ligne de calcul intermédiaire, mais vous voyez qu'il y en a énormément. Et ça, très sincèrement, c'est l'expérience de cette année dans les classes qui nous a amené à augmenter très fortement le nombre de flashcards pour pouvoir aider les élèves à automatiser, justement, avoir peu de temps pour retravailler cette option en dehors. Et donc, c'est une aide très régulièrement pour les aider à automatiser. Des exomax. Alors, exercices en ligne, qui sont bien évidemment corrigés. Il y en a aussi beaucoup, on va les détailler plus tard. Ils sont corrigés avec des corrections assez complètes. Il y a bien sûr les petits exercices QCM, application immédiate de connaissances, mais pas seulement. Il y a aussi des exercices beaucoup plus construits avec des questions qui s'enchaînent, qui doublonnent, enfin qui auraient pu être dans le cahier finalement, et qui doublonnent le travail du cahier. Alors bien évidemment, les connaissances de base sont ciblées prioritaires. Alors ensuite, ça c'est assez classique, on a un je sais déjà pour faire le point sur les connaissances. Vous voyez que c'est lié à des exercices interactifs, c'est-à-dire que l'élève peut aussi aller les faire sur demande de l'enseignant ou de sa propre initiative avant la séquence, et ils sont corrigés sur le site. Il y a des scripts de Python de temps à autre, et comme le disait Ager tout à l'heure, quand on va cliquer, quand on va ouvrir un script Python, il y a une console Python qui est embarquée qui permet d'exécuter directement le script. S'il est à compléter, eh bien, le script à compléter est embarqué et l'élève a juste à taper les quelques instructions qui sont à compléter. Voilà pour cette page d'ouverture. Alors ensuite, on a une première activité assez classique. Enfin, il y a quand même une chose que je voulais vous montrer en bas, là, c'est la petite étiquette qui est tout à fait en bas, sur un lien vers la partie de cours qui est en ligne, qui est visée, que l'on peut introduire suite à cette activité, et des exercices que l'on peut faire immédiatement après. Toujours avec la même idée, c'est de permettre à tout le monde de gagner du temps. Alors là, on ne voit pas très bien pourquoi on a appelé ça activité mes parcours, mais on va mieux le voir ici, sur cette page-là. Cette page-là, vous voyez, est directement une activité d'introduction, mais directement axée sur un thème. Bon, modèle de Malthus, modèle de Verhulst, on va les retrouver régulièrement pendant l'année, ce sont des grands classiques. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, le programme a été conçu pour enseigner par thème, tout en visant, bien sûr, le savoir mathématique. Si
Notre analyse a priori était la suivante, c'est que si on commence par installer le savoir mathématique par de l'intramat pour après, une fois que c'est acquis, appliquer au thème, et en général, on sait ce qui se passe, on a très très peu de temps à consacrer aux différents thèmes, simplement parce que le programme est quand même assez ambitieux, assez fourni, et qu'on n'a que 3 heures, et que vu les profils d'élèves et leur poursuite d'études, il nous semblait plus intéressant pour les élèves de voir immédiatement à quoi ça allait pouvoir correspondre, à quoi ça allait pouvoir leur servir. Donc, on rentre directement par les thèmes et même dès l'introduction. Et on a appelé ça des parcours. Pourquoi? Parce que là, on a une partie A, le modèle de Malthus. Bon, vous connaissez certainement. On va pouvoir retravailler sur les suites arithmétiques, suites géométriques, croissance exponentielle, croissance linéaire. Et on a tout de suite une partie de cours derrière avec des exercices que l'on peut faire. On n'est pas obligé de tout faire. Et revenir après à une partie B, bah, continuer notre parcours pour se dire, bah oui, mais finalement, ce modèle, est-ce que ça suffisait? Le confronter à des données et puis aller vers une autre modélisation par une autre suite récurrente pour la représenter graphiquement et puis interpréter. Alors, bien sûr, vous avez à nouveau des vidéos en ligne. Et alors, ça fait partie des gains de temps vraiment du cahier, c'est que les graphiques sont déjà faits. Par exemple, le deuxième, il suffit de le compléter. Donc, c'est un vrai gain de temps par rapport à, alors pour l'enseignant, parce qu'il n'a pas besoin de faire de photocopie pour distribuer les graphiques, et puis pour les élèves qui ont toutes au même endroit. Même chose pour le parcours 3, l'évolution de température, la loi de Newton. On est directement dans un thème. Et on va retrouver ce thème après pour les équations différentielles. Et il y aura une partie A et puis une partie B. Et les petites étiquettes marquent en fait les respirations qu'on peut faire pour s'arrêter, sans que ce soit obligatoire. Mais si on veut s'arrêter, aller vers le cours et s'entraîner déjà sur ces connaissances de base. Voilà, on peut peut-être passer à la suite, à nouveau une vidéo, puis une partie. Et ensuite des exercices donc, qui vont reprendre les techniques vraiment de base. Et vous voyez à chaque fois en face d'un exercice, pas pour tous, mais pour cela, vous avez la référence d'un exomax. C'est une souplesse d'utilisation. On a beaucoup d'exercices dans les manuels parce qu'on est obligé de doublonner, je ne sais pas si on dit triplonner, mais enfin, de tripler plutôt les exercices de base techniques parce qu'il y a des élèves qui ont besoin de plus d'exercices techniques de base. Là, on a fait le choix d'avoir tous les types d'exercices qui permettent de maîtriser la technique, mais de renvoyer aussi à des exomax, donc les exercices en ligne qui sont corrigés pour les élèves qui en auraient besoin et de permettre aux autres d'avancer. On a l'expérience déjà d'un cahier, c'est-à-dire en algorithmique, en Python, en seconde. Et c'est vrai qu'un des premiers retours des collègues sur l'avantage d'un cahier a été celui-ci, c'est la gestion de l'hétérogénéité. Parce que les élèves ne vont pas tous au même rythme, eh bien, voilà, ils peuvent commencer, ils peuvent aller plus loin, et ça ne bloque personne. En plus, en tant qu'enseignant, on a les corrections en main, au même endroit, et donc c'est beaucoup plus facile pour gérer l'avancée différente des élèves, pour dire à un élève, peut-être refais celui-ci, fais cet exercice-là avant de passer à la suite. C'est une aide, c'est vraiment ce qui nous est remonté de la pratique de collègues sur les cahiers. Comme vous pouvez le voir, on a des thèmes qui sont souvent marqués, alors, il y en a 2-3 qu'on a oubliés, qu'on voit dans une nouvelle impression, mais qui sont indiqués par des petits logos, là, en économie, en physique, sur l'histoire des maths, par exemple. On peut dire que c'est aussi une façon très simple de différencier, suivant l'intérêt des élèves. Un élève qui avait fini l'exercice 7 sur la physique très vite, alors que d'autres ont besoin de plus de temps, on peut aussi l'envoyer sur le 11, par exemple, sans difficulté. Il y a des exercices résolus dans le cahier, ça nous paraît excessivement important, notamment parce que ce cahier, l'élève va le garder, c'est vraiment son cahier. Et l'année d'après, s'il a besoin, il ne se souvient plus très bien comment on fait, mais il a l'exercice résolu et il y a les exercices d'application directement en dessous, avec l'exercice résolu qui est visible sans être obligé d'aller le rechercher ailleurs. Donc les graphiques qui sont faits, qui sont juste à compléter, vous voyez. Ensuite, un autre exercice résolu là en bas sur l'étude d'une suite arithmético-géométrique qui est quand même
un des grands sujets là, de ce chapitre, avec des exercices d'application dans les thèmes directement derrière pour pouvoir s'entraîner et réinvestir. Si on passe à la suite, alors peut-être sur cette page de gauche, là, sur la page 20, vous voyez qu'il y a un prolongement, enfin il y a deux petites boîtes en haut là, un prolongement et puis en bas pour aller plus loin. Il y a des ressources supplémentaires. Ici, alors on regarde d'abord le pour aller plus loin, ou alors le prolongement. Le prolongement, voilà, ça veut dire qu'on va pouvoir inciter les élèves, notamment qui auraient fini plus vite, par exemple, à aller à se poser une question ouverte et puis utiliser un tableur Python, des calculs à la main. Mais le professeur aura les ressources sur le site pour pouvoir répondre aux questions des élèves, aura les fichiers déjà faits et tout ceci sera disponible, mais pour l'enseignant uniquement. Et en bas, on avait un pour aller plus loin. On peut aussi vouloir, avec certains élèves, aller plus loin sur des choses un petit peu plus difficiles. Et dans ce cas-là, vous avez en ligne l'énoncé élève du même format que dans le cahier et le corriger pour l'enseignant dans le même format que le cahier également. Donc, pour aller plus loin, on peut très bien imprimer ou projeter l'énoncé élève et puis vous avez le corriger pour l'enseignant ou pour le distribuer à votre choix. Voilà, donc des interactions possibles avec le numérique. Et ici, on a ensuite une rubrique problème. Alors, qu'est-ce qui distingue un exercice d'un problème? Ça, c'est une grande question. On a intitulé problème les idées de problèmes qui étaient suggérées en fait dans le programme. Vous savez, il y a des thèmes de problèmes possibles. Et donc, ce sont ceux-là qu'on a mis en avant en termes de problèmes. Bon, là, c'est un problème pour lequel il y a principalement du dessin et de l'interprétation. Et donc, il nous paraissait intéressant de le faire en groupe. On a un petit logo travail de groupe en haut, ici. Si on passe à la page d'après, vous allez voir qu'on a un problème très classique de remboursement d'emprunt, mais qui est indiqué en branché, tout simplement parce que les élèves vont devoir utiliser le tableur. Ensuite, un problème vraiment hyper classique, qui est le modèle CIR en épidémiologie, qui peut parler quand même beaucoup en ce moment, et qu'on retrouvera après en probabilité. Vous verrez qu'il y a des modèles comme ça qu'on retrouve et qu'on approfondit au fur et à mesure des séquences, et c'est volontaire. Il nous a semblé important de bien connaître à fond un certain nombre de modèles plutôt que de trop se disperser et de les enrichir petit à petit. Et puis un problème 4 qui est sur de l'histoire des maths. Voilà, la quadrature de l'appareil. Et on termine la séquence par une fiche de synthèse, alors qui n'est pas du tout hiérarchisée en termes de savoir entre définition, propriété, c'est vraiment la fiche bilan, mais que l'élève a à sa disposition dans le cahier quand il est un peu plus loin, s'il a besoin de revenir. Et un cours, lui, vraiment complet, structuré en termes de définition, propriété, théorème, démonstration, des exemples qui est sur le site. Et on termine par un test qui permet à l'élève de s'auto-évaluer, qu'on pourrait aussi utiliser en classe, pourquoi pas, c'est la page d'après, pour voir où il en est sur les connaissances de base. Et ce test est aussi disponible sous une forme adaptée en numérique si l'élève veut aller ensuite vérifier ses réponses. Voilà, globalement, il y a peut-être deux pages à montrer à GR si c'est possible. Je pensais aux pages 110, 111, si on peut y aller. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre qui est voilà, qui termine pratiquement le travail en analyse, alors à part l'intégration avec les équations différentielles. Et là, vous avez de beaucoup plus gros problèmes. Mais c'est le seul chapitre. Sinon, les problèmes sont pratiquement tous sur une page, parce que ce sont des problèmes qui permettent de faire vraiment la synthèse de tout ce que l'on a vu. Par exemple, dans ce problème, on va utiliser une droite de régression pour définir une suite, puis c'est une suite arithmético-géométrique. On va l'étudier comme une suite arithmético-géométrique. Puis on va passer à un modèle continu avec une équation différentielle. Donc voilà, c'est des sommes, il y en a très peu, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Là, c'est le modèle de von Humbert-Amphi, qui est utilisé manifestement pour étudier des systèmes vivants.
Et ça peut être intéressant aussi à un moment de montrer aux élèves tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année. Et la page 132-133 aussi, la double page, si c'est possible, à GR. 132, 132. Oui, tout à fait. Avec, alors pour vous montrer des exemples de problèmes avec des scripts Python, donc comme on le disait, ces scripts sont jouables automatiquement. Marie-Hélène, oui. Je pense que cette page, alors je veux bien la montrer là, mais je pourrais la montrer en max également, vous savez, avec la fameuse correction. Ah ben oui, d'accord. Oui, tout à fait. Alors, je vous laisse présenter le principe de la page et on passera en max. Voilà, le principe de la page, ce sont deux problèmes. Donc, vous voyez que les méthodes sont vraiment dégagées. C'est des méthodes très classiques qu'il faut qu'ils connaissent. Et le travail sur les scripts est quand même vraiment facilité du fait que les scripts sont directement en ligne. Pour l'enseignant, les scripts corrigés sont en ligne. Il y a même des scripts corrigés qui vous permettent d'enregistrer directement des figures si vous voulez les inclure dans un cours, dans un diaporama. Et oui, non, j'avais envie de montrer celle de gauche parce que on attendait beaucoup d'un cahier en termes de gain de temps, je l'ai dit, mais même nous-mêmes, auteurs, on a été un peu bluffés par la page de gauche. C'est l'algorithme de Brunker, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est quand même assez long à expliciter et autres. Et en fait, le fait d'avoir le graphique sur lequel les élèves peuvent compléter simplifie énormément les choses. Il paraît tout simple et tout court, alors que si on l'écrit, il est vraiment très, très long et pas si évident à comprendre. Il faut vraiment rentrer dedans. Donc, on peut peut-être effectivement aller sur le manuel Max à partir de cette page pour que vous voyez. Je vous laisse le présenter à ce moment-là, Agère. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, oui. Enfin, moi, je vous entends. D'accord. Alors, le manuel Max donc a connu quelques évolutions cette année. Il est beaucoup plus facile d'usage, notamment grâce à son sommaire amélioré, beaucoup plus zen, beaucoup plus simple. Et donc, voilà, on revoit ici. Donc, nous avons en ce moment la démo de la séquence 7, donc qui est accessible à tous. Vous pouvez voilà, retrouver les ressources numériques, les éléments à télécharger, les cours, les diaporamax, les exomax également qui seront bientôt disponibles mais qui ne le sont pas pour le moment. Voilà, donc toutes ces ressources supplémentaires. On passe, vous voyez, au Je sais déjà qu'on a pu visualiser tout à l'heure avec les zones à compléter et qui sont, ces zones à compléter pourront être sauvegardées. Donc, les développements sont en cours pour que ces zones soient sauvegardées par l'élève. Donc voilà, on a tous ces éléments-là. On peut revenir au sommaire pour aller à la page que vous souhaitiez présenter. Il me semble que c'était la page 133. Oui. Voilà, et donc nous sommes sur cette fameuse, donc la page 132 et 133, donc ici même, avec les autres problèmes, les liens qui vous renvoient vers les autres problèmes. Ici, la possibilité d'aller sur la console Python. Et pour l'enseignant, d'éditer dans le lab le contenu réservé à l'enseignant. Voilà, là, il télécharge le contenu. Et ici, nous avons le script directement embarqué dans la console pour l'élève, éditable, en vis-à-vis de l'exercice ou du problème correspondant. Voilà. Alors, j'en profite peut-être parce que là, on a vu passer l'indice de Gini pour témoigner de l'expérience d'un auteur qui, par exemple, a démarré cette séquence sur le calcul d'air pour, évidemment, voilà, remobiliser les connaissances des élèves sur les aires, du collège, et pour placer l'intégrale en lien avec le calcul d'air, définir l'intégrale, et puis immédiatement à demander à ses élèves s'ils voyaient à quoi ça allait pouvoir leur servir concrètement.
Et évidemment, les élèves qui avaient la spécialité économie ont dit qu'ils avaient vu l'indice de Gini. Et donc, elle a basculé sur la séquence de répartition des richesses pour revenir après au calcul intégral. Et en fait, c'est très facile avec le cahier puisque tout est disponible tout le temps dans les mains de l'élève. C'est dans ce sens que ça facilite vraiment la gestion. Et puis, eh bien, je dirais qu'à la fin, l'élève, il a son cahier et il a pu y coller des choses qui sont sur le manuel maths, je l'ai pas dit, qui sont en ligne, pardon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme l'utilisation de sa calculatrice, les memento Python, un memento tableur, suivant les besoins. Il n'a pas besoin des 3 modèles ou 4 modèles, je sais pas, de calculatrice. Il a besoin de son modèle de calculatrice. Il peut l'imprimer, il peut le coller dans le cahier à la fin. Disons qu'il faut vraiment que ce soit son cahier à lui et qu'il puisse s'en resservir l'année prochaine, donc le garder. Il y a aussi une chose qu'on avait anticipée, on n'est pas complètement sûr, mais là, les auteurs l'ont vécu. Depuis, je dirais, le mois d'avril, des élèves qui commencent vraiment à se projeter dans le post-bac et qui sont venus demander si finalement cet enseignement de maths complémentaire, on n'a pas fait la spécialité, est-ce que ça va nous suffire? Comment retravailler ça? On l'a pas forcément bien travaillé tout le temps, régulièrement pendant l'année. Et c'est vrai que toutes les ressources du manuel maths sont disponibles pour l'élève, mais jusqu'à la rentrée prochaine. Donc, une fois qu'il a passé les épreuves de spécialité, alors, cette année, mais une fois qu'il aura passé les épreuves de spécialité, le grand oral, la philo, voilà, il peut revenir pour retravailler, pour consolider ses connaissances et avec tous les outils qu'il a aussi en numérique. Cela faisait partie de notre réflexion pour passer pas mal de choses en numérique en étant corrigé. Voilà, je pense que le mieux, c'est peut-être de répondre à vos questions si vous en avez. Oui, merci beaucoup en tout cas à Marie-Hélène et à Gère pour cette présentation et aussi donc pour la petite vision sur le manuel numérique Max qui, je pense, du coup, a suscité quelques questions. En tout cas, une qui était par rapport, serait-il possible que les élèves les envoient, donc je pense qu'il s'agissait des réponses renseignées par les élèves dans les cases qui pourront être enregistrées, comme Ager le disait, d'ici la rentrée avec les évolutions qui vont être faites et mises en ligne d'ici la rentrée. Donc, est-ce que ces réponses peuvent être enregistrées et envoyées à l'enseignant? Oui, il me semble, Violaine, que ces réponses peuvent être sauvegardées par l'élève. Envoyées aussi? Puisqu'elles sont sauvegardées, elles sont téléchargeables et donc elles peuvent être envoyées en fichier. D'accord, oui. Parce que sinon, après, à contrario, on va avoir par contre tout ce qui est exercice interactif qui peuvent être envoyés aux élèves et réceptionnés et dont les résultats peuvent être réceptionnés par l'enseignant sur le manuel numérique Max avec l'option Mes classes. Là, vous avez vraiment la possibilité, tout ce qui est exercice interactif, de les envoyer aux élèves qui répondent à l'exercice et vous de recueillir en fait derrière la copie. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait disponible sur le manuel numérique Max pour tout ce qui est exercice interactif en tout cas. Oui, tout à fait. L'enseignant peut attribuer des exercices à ses élèves et visualiser leur activité, me semble-t-il. Alors, on a la question qui est si vous aurez donc aura-t-on un spécimen de ce manuel cahier? Alors, normalement, il a été spécimené. Si jamais vous n'avez pas eu de spécimen, comme j'ai pu le dire en début de webinaire, je vous envoie un mail demain et je vous donnerai les coordonnées de vos délégués pédagogiques. Donc, n'hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique, celui de votre secteur, pour voir avec lui, pour recevoir un spécimen si jamais vous ne l'avez pas reçu. Oui, alors je préciserai peut-être à ce moment-là, pour les collègues qui ne l'ont pas eu en main, que ce que l'on a feuilleté, c'est le manuel, enfin le cahier élève. Mais pour le cahier enseignant, les lignes de réponse sont comblées, en fait, pour vous donner toutes les réponses. De ce fait, si vous ne l'avez pas eu en main, vous n'avez peut-être pas compris ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez les réponses. Bon, ça évite quand même de refaire tous les calculs et autres, et ça permet d'être assez réactif en classe, finalement,
en orientant vers un exercice qu'on n'a pas forcément préparé en détail en termes de calcul, par exemple. Donc tous les exercices sont corrigés dans le manuel, enfin dans le spécimen pour l'enseignant. Merci pour ces précisions, Marie-Hélène. On avait encore une question par rapport à mes classes dont je parlais avant. C'est normal s'il y a des questions. Et on organise personnellement, en fait, je m'occupe d'organiser des formations via webinaire aussi sur Zoom du manuel numérique Max. C'est les lundis souvent, donc plus ou moins à la même heure, à 17h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pourrais vous mettre aussi le lien d'inscription dans le mail de demain et je présente en fait tout le manuel numérique Max et je réponds à toutes les questions sur le manuel numérique Max. Pour la question si l'option mes classes est comprise d'office, elle est comprise si vous avez un accès premium au manuel numérique Max. Donc, à savoir qu'on a deux accès manuel numérique Max. Un accès qui est ouvert à tous, de découverte, où vous pouvez avoir accès déjà à tout le contenu du chapitre qui est de démo. Donc, dans chaque manuel, il y a 1 ou 2 chapitres de démo et ça, tout le monde y a accès. Et ensuite, pour avoir accès à l'ensemble des contenus du manuel, à toutes les fonctionnalités, là, il faut un accès premium. Donc, il faut en fait être adoptant du manuel Max ou papier et donc utiliser nos manuels Belin avec vos élèves en classe. Et à ce moment-là, vous avez accès à l'option Mes classes. Mais il faut savoir aussi que c'est une option qui passe par les ENT. Donc, il faut que votre manuel numérique Max soit intégré à l'ENT. Et là, c'est un raccordement qui doit être fait par votre référent numérique dans votre établissement ou le gestionnaire qui a réceptionné les licences des élèves, etc., qui va les raccorder en fait sur l'ENT. Et voilà, s'il y a vraiment des questions sur le manuel Max par rapport justement à citer aussi de mes classes de raccordement d'ENT, etc., n'hésitez pas aussi à contacter vos délégués pédagogiques. Ils peuvent même se déplacer dans votre établissement justement pour voir tout cela avec vous directement. Voilà pour cette partie donc, sur le manuel numérique Max pour donner quelques précisions. On avait une question par rapport aux exercices interactifs, si l'élève peut faire plusieurs essais. Oui, il me semble que oui. Oui, l'élève peut travailler plusieurs fois son exercice. Voilà, après, il téléchargera de toute façon la copie. S'il a besoin de télécharger la copie pour vous l'envoyer, il téléchargera la copie qu'il souhaite. Et vous, du côté de mes classes, par contre, vous avez vu sur le nombre d'essais qu'il y a eu et sur la copie finale. En tout cas, merci beaucoup Marie-Hélène pour cette présentation qui était, je pense, très riche et qui a donné beaucoup d'informations et de précisions donc, sur la manière dont est composé ce manuel cahier et donc comment il a été pensé et réalisé par les équipes. Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Peut-être vous avez un dernier mot à dire, Marie-Hélène, à tout le monde. Oui, c'est vrai que les retours sur l'utilisation m'intéresseraient aussi, à vrai dire. Nous, on l'a expérimenté pour certains auteurs cette année, alors pas avec le cahier, bien sûr, parce qu'il vient d'être terminé, mais dans l'idée et avec beaucoup de bonheur. Donc, voilà, on a pu, je dirais, mettre en pratique les idées qu'on avait et puis les ajuster au fur et à mesure, ce qui était quand même très, très agréable et très riche, finalement, de pouvoir faire ça avec les élèves en direct. J'imagine. J'espère qu'il aidera beaucoup de collègues à mettre en place cet enseignement en gagnant du temps et puis en se faisant plaisir aussi avec ce programme qui est quand même assez nouveau et assez riche. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Je vous souhaite une belle découverte de ce manuel cahier, si ce n'est pas déjà fait, ou un approfondissement encore suite à ce webinaire. Je vous souhaite aussi une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.